les femmes épanouies qui aujourd'hui se trouvent sur ma chaîne Femmes épanouies pour écouter ce podcast. Je vous fais un podcast sur l'avant burn-out, pendant le burn-out et après le burn-out. Donc j'espère que déjà vous allez toutes bien, que votre semaine s'est pas mal passée. Et du coup aujourd'hui effectivement, donc je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, on va dire, avant, pendant, après le burn-out et ma relation au travail. Alors, moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans parce que j'ai pas réussi mon bac général au deuxième tour. Découragée, dépitée, j'ai commencé à redoubler ma terminale et il s'avère que finalement, j'ai pas été encouragée à continuer à poursuivre en terminale avec d'autres élèves qui avaient 2 ans de moins que moi, etc. Et du coup, j'ai décidé de laisser tomber et d'aller bosser. Donc, j'ai trouvé très rapidement du travail dans une structure d'accueil pour enfants placés. Et puis, être dans la vie active, ça m'a énormément plu. Je me suis éclatée. Et en plus, du coup, j'avais la possibilité de refaire une formation en parallèle, etc. Donc, j'en ai bénéficié et du coup, j'ai repréparé mon bac. Et durant cette année-là, j'ai passé un CAP petite enfance et également j'ai repassé mon bac en candidat libre. Du coup, j'ai repassé que 2 matières que j'ai eues et ça m'a permis après de passer le concours d'assistante sociale. Tout ça pour vous dire, c'est que j'ai commencé à travailler très tôt en fait, au final. Donc j'ai été très vite confrontée à la vie professionnelle et pour le coup, ça m'a vachement plu. Être dans une équipe, parler avec des adultes qui avaient déjà une expérience, mettre au service où je me découvrais dans mes compétences, dans ma relation aux autres, dans ma relation avec les enfants, parce que du coup, je n'avais jamais expérimenté le travail auprès des enfants. Et donc, j'ai travaillé dans cette structure pendant 4 ans. Et c'est d'ailleurs de cette structure-là est née mon envie d'être assistante sociale et que j'étais encouragée par la psychologue du service, par mes chefs de service. Donc voilà. Et j'ai eu le concours au bout des 3 ans. J'ai travaillé, donc j'ai passé le concours, etc. Et là, je l'ai eu. Et donc, après, j'ai été faire ma formation. Et durant ma formation, j'ai fait des stages. Et puis, j'ai eu l'occasion d'aller à l'étranger. Mais pareil, je me sentais à ma place, super bien. Et ensuite, direct après le diplôme, j'ai travaillé. Donc en fait, j'ai pas connu de période de chômage. J'ai pas connu en fait la galère de trouver du boulot, de pas savoir quoi faire de sa vie. En fait, pour moi, ça a coulé, tout coulé de source. Et du coup, j'ai enchaîné les postes. Par contre, c'est vrai que très jeune, je me souviens, je disais souvent en fait dans ma famille que je voulais être fonctionnaire comme mes parents. Et, euh, et c'est vrai que depuis petite, nous, on a une culture chez nous, les filles. Alors moi, je suis l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. Et donc, j'ai une sœur cadette et j'ai un frère, du coup, Benjamin. Et en fait, ma sœur et moi, en fait, on a toujours eu une éducation, on va dire, où mes parents ont vachement fait attention à notre scolarité et surtout ma mère et ma grand-mère maternelle nous disaient souvent, vous les filles, il faut que vous travaillez, il faut que vous ayez un portefeuille parce qu'au cas où si un jour vous êtes avec quelqu'un, avec un homme et que votre mari s'en va ou que vous voulez plus rester avec, au moins vous avez cette possibilité de d'avoir votre autonomie financière. Donc en fait, ça nous a été souvent répété, rabâché. Et en plus, nous-mêmes, on voyait en fait ma grand-mère et ma mère travailler dur en fait. Et voilà, c'était des femmes qui avaient pas peur du boulot. Voilà. Donc du coup, le discours tenait avec ce qu'elles étaient. Au final, il n'y avait pas de décalage. Donc pour nous, en fait, c'était une évidence de travailler. Enfin, il n'y avait pas du tout de notre état d'esprit d'être mère au foyer. Il n'y avait pas d'autre issue en fait. La seule issue pour nous, c'était travailler quoi. Du coup, avec un rapport au travail qui finalement était très important, plus important que de fonder une famille, être en couple, trouver l'amour. Non, nous c'est la valeur, c'était vous travaillez, ayez un travail. C'était encore mieux si vous avez un bon travail bien payé et encore mieux si vous êtes fonctionnaire parce que c'était vraiment la sécurité de l'emploi avec tout ce que ça comprend, la notoriété, le côté de réussite sociale qui se dégageait dans notre famille. Et d'où mon envie très jeune d'être fonctionnaire au final.
Donc voilà, moi j'ai grandi avec cet état d'esprit familial et avec cette valeur travail au centre et c'est ce qui nous définissait en fait à chaque fois. Quand même, ce qu'on nous renvoyait, mon père en tout cas, il nous décrivait à chaque fois en fonction de notre identité professionnelle par rapport aux autres, ou en fonction pour ma sœur qui a fait de longues études, mais pas par rapport à nous, ce qu'on est en tant que personne. Mais à ce moment-là, je vous cache pas que ça me dérangeait pas. Et puis je l'ai pas vu vraiment comme un problème ou comme un obstacle dans la vie, bien au contraire. Pour moi, c'était un plus quoi en fait. Et puis après, il y a une réalité, c'est toute ma carrière, on va dire, d'assistante de service social que j'ai fait pendant 20 ans, en fait, que j'ai exercé pendant 20 ans, a été un plan de carrière que j'ai choisi, en fait. C'est-à-dire qu'à tous les postes que j'ai occupés, ce sont des postes pour lesquels j'ai choisi d'y être. J'ai passé des concours, j'ai passé des entretiens, mais ça a été un choix de vie à chaque fois. Donc j'ai pas eu un côté où on m'a imposé, où le sentiment de pas avoir le choix de choisir, pas du tout. Et puis, bah, le dernier bout de ma carrière, qui est l'éducation nationale, hein, voilà, pour pas le citer. Donc, entre autres, j'ai fait toutes les fonctions publiques. Donc, j'ai eu ma carrière de fonctionnaire pour laquelle j'aspirais depuis toute petite, depuis l'âge de 7 ans. Et puis, une petite anecdote, en fait, c'est même mon frère et ma sœur qui me disaient, Patricia, ton rêve, c'est d'être fonctionnaire. Donc, et quand j'y suis rentrée à l'âge de 25 ans, je suis rentrée dans la fonction publique, bah, mon frère et ma sœur, ils m'ont dit, ça y est, tu as atteint ton rêve, quoi. Donc, voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Et donc là, voilà, ça fait 11 ans que je suis à l'éducation nationale. Et jusqu'à il y a 18 mois, on va dire que voilà, j'étais dans mon élément, je trouvais un sens dans ce pourquoi j'étais là, j'étais en harmonie, en équilibre avec ce que je suis. Et puis même si il y avait des dysfonctionnements institutionnels, j'arrivais plus ou moins à y trouver mon compte et moi quand même tenter d'y mettre du sens. Voilà. Donc et puis il y a 18 mois, euh, je sentais en fait, je sais pas comment expliquer, mais comme de temps en temps une démotivation. Mais en fait, c'était un peu en dents de scie. C'est-à-dire, à des moments, j'étais démotivée, des moments, j'étais motivée, des moments démotivée. Et puis, je me dis, mais ça va revenir, c'est la fatigue. Donc, je trouvais plein de prétextes. Et puis, comme on est quand même rythmé par les vacances scolaires, donc en fait, je m'encourageais en me disant, bon, allez, ça va aller, dans une semaine, t'es en vacances, courage, accroche-toi. Malgré tout, pendant les week-ends, je comptais les week-ends avec comme un compte à rebours. Vous savez, le dimanche, il vous reste 5 heures, il vous reste 3 heures avant d'aller travailler. Enfin, j'étais beaucoup là-dedans. Du coup, j'arrivais pas à profiter de mes week-ends. Et en même temps, les week-ends, des fois, j'étais tellement épuisée que je dormais tout le temps. Même ma famille, en fait, mon mari et mes enfants, ils me disaient, maman, pourquoi t'es crevée tout le temps comme ça? Et en fait, moi-même, j'arrivais pas à leur dire pourquoi. Et je vous avoue que je pensais que c'était un problème d'anémie, un problème de thyroïde. Mais à aucun moment, j'ai fait le lien avec le travail, pour le coup. Mais vous savez, ces moments où vous dormez, où vous avez l'impression de ne pas récupérer en fait, et d'être autant épuisé quand vous vous réveillez que quand vous vous êtes endormi. Voilà, avec des nuits pareil en temps de scie, il y a des nuits je dormais bien, des nuits je dormais moins bien parce que je pensais au boulot, je pensais à ce que je devais faire. Et j'avais l'impression que plus j'avançais dans ma carrière et plus les situations sociales étaient plus compliquées, plus complexes à gérer, euh, qu'il y avait beaucoup plus d'abus sexuels et que j'arrivais de moins en moins à entendre, à traiter ce genre de situation. Mais je me disais que ça va aller, tu vas y arriver, ne t'inquiète pas. Et puis il y a eu 2 décès dans notre équipe, 2 collègues qui sont décédés à un mois d'intervalle et on a des âges un peu rapprochés. Et en fait ça m'a vachement bouleversée parce que ces collègues en fait elles sont parties rapidement et d'un cancer. Et les chefs de service, en fait, ne se sont pas déplacés pour aller à l'enterrement. Et alors que ce sont des collègues qui ont quand même pratiqué pendant 30 ans à l'éducation nationale. Elles ont fait toute leur carrière d'assistante sociale à l'éducation nationale. Et nos 2 chefs de service, à ce moment-là, ont justifié leur absence par une réunion super importante au rectorat sur le harcèlement. Ça fait rire. Et là, en fait, je me suis effondrée.
devant mon écran d'ordinateur parce qu'en même temps, la chef nous disait que si on voulait aller à l'enterrement, de prendre une journée de congé sans solde. Et là, je me suis effondrée parce qu'en fait, je me suis rendu compte de la déshumanisation du service dans lequel je travaille. Et je me suis rendu compte ce pourquoi, en fait, j'étais complètement démotivée par moments et que c'était compliqué pour moi de venir à chaque fois parce qu'au final, et que je comprenais mieux, en fait, le sens, que j'ai trouvé plus de sens. Parce que je me dis, ben, en étant dans le social et ayant des chefs de service qui sont complètement dans une déshumanisation du service, ça devenait complexe pour moi parce qu'en fait, au final, ça rejoignait pas du tout les valeurs de ce pourquoi j'avais choisi d'être restée dans le social au final. Donc ça, c'était un paramètre parmi tant d'autres parce qu'après, effectivement, bon, au niveau du service, on nous renvoyait de faire du chiffre, mais pas réellement d'être sur des qualités d'entretien avec les élèves et avec les familles. Euh, Plus ça allait et moins au niveau du service, euh, on nous encourageait à aller en visite à domicile, alors que c'est là où c'est l'occasion pour nous de rencontrer les familles et de mieux comprendre ce qu'elles vivent dans leur quotidien. Donc là aussi, pour moi, il y avait une perte de sens. Bref, et tout ça s'est rajouté, mais je pense que la goutte d'eau, effectivement, ou la cerise sur le gâteau, je sais pas comment il faut le dire, ça a été effectivement les décès des deux collègues. Et puis, suite à ça, je crois que je l'ai expliqué sur les 2 premiers podcasts. Voilà, j'ai été prise de crise d'angoisse il y a eu un jour, en fait, j'ai pas pu sortir de ma voiture, j'étais tétanisée. J'ai pas pu sortir de ma voiture en fait, j'ai déposé mon enfant à l'école et ce jour-là, j'ai pas pu, je rentre dans ma voiture et j'ai pas pu remettre le contact et je m'effondre en sanglots. Et je peux pas vous dire combien de temps ça a duré, mais j'ai eu l'impression que ça a duré longtemps, en fait. Et avec un sentiment de solitude et en même temps de panique, avec des palpitations cardiaques. Enfin. Et en fait, j'ai quand même eu à un moment donné la présence d'esprit d'appeler une amie qui, elle, m'a dit, mais t'es en burn-out, arrête, va voir un médecin ou viens, enfin voilà, elle a essayé de m'aider à trouver une solution pour que j'aille voir un médecin. Et au final, elle m'a guidée comme ça au téléphone et j'ai pu aller voir mon médecin traitant et du coup, il m'a arrêté sur le champ. Mais c'est vrai qu'au départ, je lui avais dit, arrêtez-moi une semaine et ça ira mieux après. Et en fait non, ça n'a pas allé mieux. Parce qu'en fait, durant cette semaine, j'ai pas arrêté de dormir, de pleurer. Franchement, j'ai eu l'impression que ma vie, elle avait plus de sens. Euh, j'ai eu l'impression que je ne valais plus rien du tout. Et là, je savais plus du tout qui j'étais. Et c'est après coup, en fait, que je me suis dit que le travail avait pris une telle importance dans ma vie et que du coup, elle n'était pas ajustée là où le travail doit être mis, en fait, dans une place un petit peu médium, mais pas, ne doit pas occuper tout l'espace de notre vie. Où là, je me suis dit, ok, maintenant, il faut que je me reconstruise, mais je ne sais pas comment je vais faire parce qu'au final, pour moi, le travail, c'était essentiel, important. En fait, je me définissais par ça et puis j'avais l'impression que les gens, ils me fréquentaient parce que je me présentais comme ça, parce que souvent, on vous demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi. Euh, et voilà, donc ça, c'est l'impression d'avoir une place quand même dans la société parce que tu as un métier, une profession, un diplôme. Et là, concret, je me dis, mais si tu n'arrives plus à aller travailler, tu vas faire quoi de ta vie? Et tu vas aller où? Rester à la maison, t'occuper des enfants? Mais en même temps, c'est pas trop ce chemin-là dans lequel j'ai été conditionnée, éduquée. Et là, ouais, c'est l'effondrement et puis c'est le brouhaha dans votre tête en fait. Enfin, dans ma tête, c'était le brouhaha. Ça tourne en boucle. Et en même temps, je constate dans ces moments que j'arrivais plus à me concentrer, à regarder un film, à me concentrer pour regarder un film. J'arrivais plus à lire un livre, c'est-à-dire je lisais une page et après j'avais beau lire je voyais les mots défiler, mais ça connectait pas avec mon cerveau en fait. Je vous cache pas qu'à ce moment-là j'ai eu vachement peur en fait, parce que je me suis dit je deviens folle ou je perds pied, mais grave. Et le médecin en fait il m'a dit que c'est les conséquences du burn-out. Maintenant de pas m'inquiéter, ça va revenir, mais ça prendra du temps. Donc il m'a quand même un peu rassurée, mais malgré tout dans ces moments-là vous paniquez parce qu'en fait vous vous reconnaissez pas. En tout cas moi je ne me suis pas reconnue dans mon dynamisme dans lequel j'étais. C'est vrai qu'en fait, avant le burn-out, j'étais quelqu'un, enfin, on me décrivait comme ça, parce que t'es une pile électrique, t'as toujours des projets en tête, t'es toujours en joie, on adore bosser avec toi, t'es dynamique.
Et d'ailleurs, c'est vrai que depuis 10 mois, je travaille plus. D'autres collègues du département, entre autres avec qui on avait des partenariats assez importants, ben, elles comprennent pas en fait. Elles me disent, mais pas ça, c'est pas possible que toi, tu sois dans cette étape-là de ta vie. Et en fait, ben, j'aurais dit, le truc, c'est que quand l'investissement, il est à 2000% et qu'il n'a pas bien été équilibré et dosé, ben si, en fait, à un moment donné, vous fumez. Donc en fait, j'ai effectivement compris à ce moment-là que c'est une histoire d'équilibre, c'est une histoire de dosage dans votre investissement professionnel et qu'à un moment donné, faut pouvoir mettre le bon curseur au bon endroit en fait. Et, euh, et donc j'étais en train de vous expliquer que les conséquences effectivement du burn-out, c'est toute, toute cette partie intellectuelle et cognitive dans lequel vous n'êtes plus du tout connecté, accordé. Vous avez l'impression en fait que votre esprit et votre corps est complètement détaché. Et, euh, et ça, c'est pas facile à vivre parce que c'est comme ça que votre tête et votre corps, il est jamais en harmonie et il est pas concentré au même endroit, à la même heure, au même moment. Mais après, je me suis dit, bah, il faut l'accepter. Bah, pour l'instant, tu restes là et puis ben, tu attends. Donc, je faisais des exercices de respiration. Des fois, ça m'arrivait de pouvoir un peu aller marcher et d'essayer de vider un peu ma tête. Et puis d'accepter de se dire que pour l'instant, j'ai pas de plan en fait. J'ai pas de plan dans l'après-burnout. J'ai pas de plan dans qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Je vous cache pas que jusqu'à il y a 3 mois, 3, 4 mois, j'espérais retourner au travail. J'espérais retourner au bureau et me dire ça va aller, tu vas pouvoir. Et en fait, bah non. En fait, je me suis rendu compte que je peux plus. En fait, je peux plus, en tout cas, euh, entrer dans ce conditionnement de travail de manière du travail ordinaire, chose que tout le monde entendrait, avoir un chef, une équipe, travailler de telle heure à telle heure, entrer dans des missions dans lesquelles on vous impose quand vous occupez un poste. Et en fait, je me suis dit, en fait, ça me convient plus aujourd'hui. Donc, ce qui est bien, c'est que là, je suis en train de vivre une autre étape qui est de me dire qu'en fait, ce burn-out me permet de me dire ce que je ne veux plus, ce que je ne peux plus, surtout, vivre et supporter dans le milieu professionnel ordinaire. Et du coup, je commence à me dire, mais il y a d'autres manières de concevoir le travail différemment, d'avoir une autre vision du travail. Et en fait, je me suis rendu compte que travailler, c'est-à-dire avoir une reconnaissance au travail, ne signifie pas nécessairement de travailler 40 heures par semaine, en fait. C'est-à-dire, on peut aussi avoir une reconnaissance euh, par rapport au travail, une reconnaissance pour soi aussi, de son expertise. Pour autant, on n'est pas obligé de faire 40 heures par semaine. Et donc, en fait, là, je suis en train de travailler sur toute cette nouvelle vision et relation au travail. Donc, en fait, c'est déconstruire ce qui m'a été inculqué pendant toute mon enfance et ma vie d'adulte, pour le coup, pour pouvoir reconstruire une autre réorganisation du temps de travail et aussi une autre vision de la rémunération en lien avec le travail. Donc voilà, là je suis dans cette étape-là. Je vous cache pas que ça me plaît parce que je me rends compte qu'on peut travailler à mi-temps, chez soi, à un rythme qui me convient et avoir aussi un revenu qui me permet quand même de vivre et de vivre, de pouvoir payer mes factures et d'être épanouie professionnellement. Donc voilà, donc là je me découvre. J'ai repris une formation de coach en nutrition il y a un peu plus de 3 mois. Ça me plaît, donc je recommence à retrouver des connexions cognitives. Euh, je commence à re-aimer, réapprécier, d'analyser, de réfléchir, d'écrire. Voilà. Donc je me dis en fait, il y a finalement ce burn-out, il a été pour moi une renaissance, une vraie renaissance. Et que en fait, j'arrive maintenant à me présenter et euh, ouais, à me présenter avec ce que je suis et pas ce que ma profession est en fait. Donc j'arrive à avoir une identité personnelle qui n'est pas nécessairement
mêlée avec mon identité professionnelle, qui n'est pas nécessairement confus. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, qui n'est pas nécessairement fondu carrément dans identité professionnelle et identité personnelle. Donc là, j'arrive vraiment à dire ce que je suis, moi, Patricia, dans ce que je traverse et dans ce que j'étais et dans ce que j'ai envie d'être, sans pour autant le fondre dans ma vie, euh, dans mon parcours professionnel ou dans ma vie professionnelle future en fait. J'arrive bien à dissocier maintenant et ça c'est super intéressant parce que finalement vous vous rendez compte que même sans, on va dire, exercice professionnel, eh ben j'ai le sentiment d'être quelqu'un et d'avoir des valeurs et d'être, de m'aimer en fait, de m'aimer, euh, sans pour autant avoir une étiquette d'assistante sociale ou de secrétaire ou voilà. Et ça, je trouve que ouais, c'est assez, ça enlève une pression, je trouve, et c'est assez réconfortant au final. Donc voilà, j'espère que mon parcours de de burn-out et là dans la reconstruction dans laquelle je suis euh, vous aidera, vous permettra de peut-être mieux comprendre et cerner les symptômes. Euh, Vraiment, comme mot de la fin, ce que j'aurais à vous dire, c'est que ne négligez pas euh, ces moments et ces temps de fatigue excessive que vous ressentez. Ne vous dites pas c'est pas grave, ne relativisez pas. Allez voir un professionnel de santé, expliquez ce que vous vivez, pleurez si vous avez envie de pleurer, euh, mais vraiment prenez-le au sérieux parce qu'en fait, on est important. Euh, on est important pour soi, on est important pour ceux qui nous entourent, on est important pour nos enfants. Et rien que pour ça, en fait, ça nécessite de regarder cette fatigue avec intérêt et pas avec désintérêt. Parce que du coup, ça veut dire aussi on se respecte pas soi-même. Voilà, et moi je dirais que on ne guérit pas du burn-out, mais c'est le burn-out qui nous guérit. Et je le vis vraiment de cette manière-là. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai encore des hauts, des bas, mais en fait, ce qui fait la différence, c'est que je sais aujourd'hui où je vais. Comme je vous ai dit, c'est que je sais aujourd'hui ce que je ne veux plus. Et je sais davantage, de plus en plus, ce dont j'ai envie sur le parcours de ma carrière professionnelle qui me reste encore à vivre, peut-être encore pour ces 20 voire 30 prochaines années. Parce qu'à 47 ans, il y a encore quand même un bon parcours à vivre et à partager, et surtout à transmettre. Du coup, voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Bon, je suis toujours un petit peu en mode à cœur ouvert. J'ai un petit peu préparé, mais je vous cache pas que du coup, après, entre-temps, j'ai étoffé avec ce que j'avais sur le cœur et que ce que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, je vous fais des gros bisous. Le podcast va s'arrêter là parce que là, ça fait déjà, je crois, ouais, bien 25 minutes. Et, euh, et j'espère que ça vous aura aidé ou ça vous aidera ou peut-être ça permettra d'aider un proche dans votre entourage familial ou amical. Je vous fais à toutes des gros bisous et certainement les prochains podcasts sera davantage axé sur la nutrition, l'alimentation, les émotions. Je reviendrai certainement sur le burn-out parce que ça fait partie de mon parcours de reconstruction également. Donc ça sera entremêlé, on va dire, entre ces trois thèmes et j'espère que ça vous permettra à vous aussi de vous aider. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, n'hésitez pas de me retrouver sur Instagram et puis aussi de télécharger le guide gratuit. Ça pourra peut-être vous aider. C'est plutôt des conseils nutritionnels, des conseils éventuellement pour vous permettre de trouver un équilibre alimentaire qui vous donne un peu plus d'énergie sur ce e-book et puis continuez à m'encourager en mettant un pouce, de liker et de vous abonner. Je vous fais des très gros bisous et je vous souhaite beaucoup d'amour pour vous-même. Au revoir.